On découvre ces images en direct sur France 24. L'émotion, 10 ans après. La France commémore donc les attentats du 13 novembre. Stade de France, terrasse de café parisien et puis le Bataclan. Emmanuel Macron préside aujourd'hui plusieurs cérémonies en hommage aux victimes. À l'image, Gérald Darmanin, le garde des Sceaux. À sa droite, le Premier ministre français Sébastien Lecornu. Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, ainsi que Laurent Nunez, ministre de l'Intérieur, qui attendent désormais d'un instant à l'autre Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui va donc présider cette troisième cérémonie de la journée. Et on retrouvera dans un instant Cyril Payen devant le Bataclan. Témoignage aussi à venir sur ce plateau de Ludovic Defoucauld. Bonjour Ludovic. Et puis on se posa cette question, comment le cerveau réagit-il à un traumatisme collectif comme le 13 novembre? C'est l'objet des études menées ces dernières années par le neuropsychologue Francis Eustache. Il est en plateau à nos côtés. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialisé dans l'étude de la mémoire et de ses troubles et vous nous présenterez tout à l'heure vos conclusions. Un vendredi noir qui a frappé de plein fouet, on le sait, le monde de la culture au Bataclan, et on va redécouvrir ces images. C'est le concert des Eagles of Death Metal qui avait été visé. Une décennie plus tard, le jardin du 13 novembre va être inauguré tout à l'heure. En musique, on le verra avec Louise Dupont. C'est aujourd'hui, bien sûr, tout un pays qui se souvient, 10 ans, jour pour jour, donc, après les attentats du 13 novembre, les pires attentats islamistes de l'histoire française. 132 morts, plus de 400 blessés. Cérémonies qui ont débuté en fin de matinée au Stade de France, le premier lieu visé par le commando terroriste. Un lieu, il faut le dire, souvent oublié. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé ce matin Sophie, la fille de Manuel Dias, décédée aux abords de l'enceinte sportive. On va l'écouter avant de repartir direction le Bataclan. Cette terrible nuit du 13 novembre, il nous a été arraché. Lui qui était passionné de foot, qui se faisait un plaisir de venir une fois de plus, dans le cadre de sa profession, dans ce Stade de France en effervescence, pour y déposer des supporters. Ces appels frénétiques toute la nuit, dans l'espoir de le retrouver, restent gravés à jamais. Ces minces espoirs auxquels nous nous accrochions après chaque appel reçu, pour enfin avoir la confirmation le lendemain midi. On nous dit de tourner la page 10 ans après, mais l'absence est immense. Le choc est intact et l'incompréhension règne toujours. 10 ans après, j'aimerais savoir pourquoi, j'aimerais comprendre, j'aimerais que ces attentats cessent. Malheureusement, nous sommes impuissants. Et on va redécouvrir ces images en direct sur France 24, celles du Bataclan, où on attend désormais le président de la République, Emmanuel Macron. Ludovic, il y a 10 ans, ce 13 novembre 2015, vous étiez en plein cœur de Paris. Quel souvenir vous en gardez aujourd'hui ? Oui, c'était une soirée assez classique pour tout Parisien qui part le vendredi soir dans ces quartiers-là. En plus, c'était un novembre très doux, un peu comme celui qu'on a en ce moment. Donc c'est vrai que là, ça ravive pas mal de souvenirs. J'étais allé dîner avec une amie dans un restaurant qui existe toujours, qui était à Parmentier. Et vers 21h, là, voilà, les portables ont commencé à sonner. Tout le monde a commencé à se regarder. Tous les convives dans le restaurant. On est sortis dans la rue. Il y avait quelque chose de pas normal. Il y avait des sirènes, il y avait des voitures qui roulaient très vite, trop vite. Là, j'ai croisé Clovis Casali par hasard, donc un autre journaliste de France 24, qui lui aussi avait eu des nouvelles. Et à ce moment-là, le patron du restaurant est sorti, a demandé à tout le monde de rentrer. Il a dit que la police l'avait appelé et qu'il avait reçu pour instruction, comme tous les restaurateurs du quartier, de confiner tous les clients à l'intérieur des restaurants. On a été confinés dans la cuisine pendant, je pense, une demi-heure. Il y a une photo d'ailleurs que j'ai donnée
à nos équipes qu'on peut peut-être voir si jamais on l'a. C'était une ambiance très particulière. Je rappelle que moins d'un an avant, il y avait eu Charlie Hebdo, donc il y avait quand même les nerfs un peu en plate pour beaucoup de monde. Et on découvre cette image. Ouais, voilà. Donc on est resté une demi-heure comme ça dans les cuisines du restaurant. Il y avait, je me souviens, une femme qui en pouvait plus, qui a allumé une cigarette en s'excusant, en disant je suis désolé, mais là il faut vraiment que je fume. C'était vraiment une ambiance extrêmement bizarre. Je sais plus vraiment quelle heure il était quand on est sorti. On essayait d'avoir des nouvelles plus précisément, mais les réseaux, je sais pas si vous vous souvenez, étaient très encombrés, donc on avait du mal. Il y avait beaucoup de gens qui nous appelaient, la famille, pour savoir comment on allait. Et puis on mettait à jour nos statuts sur Facebook. Il y avait cette espèce de fonctionnalité à l'époque pour dire qu'on était en sécurité. Puis tout le monde mettait ses statuts à jour en disant: pour ceux qui peuvent pas rentrer chez eux, j'ouvre les portes de chez moi si vous avez besoin, parce que il y avait plus de métro, il y avait plus de transport. Donc on est remonté. Moi j'habite au Belleville. On est remonté avec Clovis, avec d'autres chez moi, où on a fini la soirée. Je me souviens de Clovis qui faisait des téléphones en direct pour la chaîne pour raconter lui aussi sa soirée en direct de chez moi. C'était très étrange, pas de casse, Dieu merci, mais quelque chose en réalité d'assez typique pour tous les Parisiens de ce coin-là de Paris un vendredi soir. Francis Eustache, vous êtes donc neuropsychologue spécialisé dans l'étude de la mémoire et de ses troubles. Avec l'historien Denis Péchanski, vous co-dirigez le programme 13-11 et plus particulièrement la partie Remember à l'université de Caen. Programme né quelques mois après les attentats de Paris, et vous avez sorti en octobre dernier Faire face chez Flammarion. Votre objectif, c'est donc d'étudier sur le temps long l'évolution des mémoires individuelles et collectives d'un événement traumatique. Qu'est-ce qui vous a particulièrement interpellé dans vos conclusions? Il y a beaucoup de choses, parce que le programme 13 novembre, c'est un vaste programme qui comprend une dizaine d'études assez différentes les unes des autres. Donc évidemment des conclusions qui sont différentes d'une étude à l'autre, selon ce qui est recherché. Bon, il y a d'abord l'étude 1000. L'étude 1000, c'est 1000 entretiens auprès de personnes qui étaient au plus près des attentats, y compris dans la fosse du Bataclan, puisqu'on parle du Bataclan tout de suite, sur les terrasses aux abords du Stade de France. Et c'est une étude qui est longitudinale, c'est-à-dire qu'on va les suivre pendant 10 ans, plus 2 ans d'analyse, et vraisemblablement encore plus. Et puis il y a une étude qui se branche en quelque sorte sur cette première étude, qui s'appelle Remember, qui se passe là à Caen, dans mon laboratoire, et c'est une étude qui vise plus à comprendre ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique et la résilience. C'est-à-dire ce sont des personnes là qui sont confrontées à l'événement traumatique, et on fait des examens médicaux, psychiatriques, c'est-à-dire qu'on aboutit à un diagnostic, et des examens d'imagerie du cerveau. Donc avec des protocoles particuliers qui permettent notamment de comprendre comment fonctionnent les intrusions. Vous voyez, ces images qui reviennent de façon intempestive à la conscience des personnes qui ont vécu un trauma, et comment fonctionne également la résilience, parce que toutes les personnes qui ont vécu un trauma ne développent pas forcément un trouble de stress post-traumatique. Donc c'est ça qu'on étudie. Et alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a d'abord décrit dans un article paru en 2020 dans Science, la revue Science, les mécanismes de contrôle qui restent préservés chez les personnes résilientes, c'est-à-dire qui sont capables d'inhiber les intrusions, alors que les intrusions elles passent systématiquement chez les personnes qui ont un trouble de stress post-traumatique. Donc c'est très important parce que ça va continuer de harceler leur cerveau et potentiellement d'abîmer leur cerveau. Il faut vraiment voir les choses comme ça. C'est une pathologie qui est grave. Et ensuite, on revoit les personnes plus tard, 2-3 ans plus tard. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit des personnes qui changent de statut. Et notamment des personnes qui souffraient de troubles de stress post-traumatique au départ, la première année, quand on les a vues la première fois, et la deuxième fois, elles sont, dans notre jargon, rémittantes. Est-ce que vous savez pourquoi? Alors ça, c'est une autre question. Je vais vous répondre tout de suite. Simplement, je donne le message, c'est qu'elles n'ont plus ces symptômes, elles mettent à nouveau en place ces mécanismes qui permettent de contrôler les intrusions. On voit le cerveau qui prend la main, et on voit le cerveau qui restaure aussi, qui restaure des régions qui commençaient à être abîmées par les intrusions. Alors votre question, pourquoi? J'y viens. Pourquoi il y a des personnes qui prennent des chemins différents, certains vers la résilience et d'autres pas? Il y a plusieurs raisons. Il y a les raisons qui tiennent à avant le trauma, vous voyez, des raisons certainement biologiques, l'anamnèse, ce que les personnes ont vécu. Il y a des raisons qui tiennent au moment du trauma, ce qu'on appelle la période péritraumatique.
Comment a été vécue cette période-là? D'où l'importance des CUMP, des cellules d'urgence médico-psychologique, qui vont atténuer les effets délétères de cette période péritraumatique. Et puis après, aujourd'hui c'est ce qui nous intéresse le plus pour ces personnes, c'est comment elles vont bénéficier des dispositifs de soins. Est-ce qu'elles vont soigner ces personnes? Est-ce qu'elles vont se soigner? Et est-ce qu'elles vont bénéficier d'un soutien social? Parce que c'est une pathologie très particulière. Les personnes que vous décrivez sur les terrasses, parce que vous avez pris cet exemple-là, elles vont bien. C'est le vendredi soir à Paris, il fait beau, elles vont boire un pot, raconter leurs projets, etc. C'est des gens qui vont bien. Ces personnes, elles rencontrent l'adversité et développent une pathologie. Et en fait, qu'est-ce qui va soigner cette pathologie? C'est l'environnement. Vous voyez, l'environnement qui a été délétère, eh bien, c'est ce soutien social qui va permettre d'avancer pour ces personnes. Puis il y a deux types de soutien social. Il y a le soutien social qui relève du collectif au sens où on interagit les uns avec les autres. Vous voyez, c'est la famille, c'est les amis, son c'est cercle les collègues, proche. c'est le cercle. Voilà, c'est la club de foot, de bridge, ou tout ce que vous voulez. Vous voyez, tous les lieux où on se retrouve avec différentes personnes qu'on aime bien, quoi. Il y a une chaleur. Et puis, il y a une autre mémoire qui est la mémoire sociale, qu'on voit aujourd'hui particulièrement dans les commémorations. Pas que, mais vous voyez... Et elle joue un rôle très important, c'est ça que vous soulignez. Très important. C'est une sorte de bienveillance de la nation, donc qui est véhiculée par le président de la République, les personnes qui l'entourent, la maire de Paris, etc., les associations de victimes qui ont joué un rôle majeur. Et donc, il faut que les planètes soient alignées. C'est-à-dire qu'il y a la mémoire meurtrie d'une personne, mais si cette mémoire meurtrie, elle rencontre une mémoire collective qui est sécurisante, qui est bienveillante, et une mémoire sociale qui reconnaît ces victimes, c'est très important. Et là, je boucle avec Sophie au tout début. C'est vrai que les personnes... Sophie Dias, donc la fille de Manuel Dias. Sophie Dias, qui était le Stade de France, sont des lieux qui ont tendance à être oubliés. Oui. Et même les terrasses. Aujourd'hui, on parle des terrasses, on parle des abords du Stade de France. Mais dans le livre que vous avez cité, le livre qui est fait à partir d'une autre étude, toujours dans le programme 13 novembre, sont les études du CREDOC. C'est-à-dire, ce sont des grandes enquêtes d'opinion, 8 fois. Pendant 8 ans, on mène ces grandes enquêtes d'opinion et on voit la mémoire qui évolue. Parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est pas one shot, c'est voir l'évolution de la mémoire. Et on voit en fait que le Bataclan prend la corde, en fait. C'est le Bataclan. Et souvent, on pose la question, c'est vous qui travaillez sur le Bataclan. Les attentats du Bataclan. Alors j'explique. Alors là, il faut que je prenne 10 minutes pour expliquer à la personne, parce que c'est très important. Et vous, les médias, vous avez un rôle là qui est majeur, C'est ce qui s'est passé au moment du procès. Au moment du procès, il y a eu un travail médiatique excellent qui a été fait, si bien que ça a permis, et on le voit dans nos courbes, ça a permis de faire remonter les différents sites des attentats, et qu'il y ait de moins en moins de personnes oubliées. Je vous coupe, on découvre ces images, l'arrivée du président de la République et de son épouse Brigitte aux abords du Bataclan. Cyril Payen, vous êtes toujours avec nous. La cérémonie d'hommage et 7 minutes de silence sont désormais imminentes. Oui, effectivement, c'est le point d'orgue, si j'ose dire, de cette commémoration importante qui a été graduelle au fil de la journée, l'arrivée à l'instant, vous l'avez dit, du président français, de son épouse. Il y avait, je dois vous le dire, et je parle doucement, peut-être que vous le sentez, parce qu'un silence de plomb depuis une vingtaine de minutes. Le président a pris un peu de retard, semble-t-il, comme l'a annoncé l'organisation. Mais là, sa voiture est arrivée. Il va se diriger vers le premier banc des familles qui sont assises. Ils sont 700 à 800 personnes ici devant l'entrée du Bataclan pour cette commémoration. Alors que je vous parle, le président est en train de converger vers l'entrée du Bataclan derrière moi. Donc c'est un silence solennel qui règne ici depuis de nombreuses minutes d'attente du président. Aucun signe aucune discussion, aucun signe d'énervement. On est vraiment dans une période, une séquence commémorative qui va réellement commencer maintenant, comme on le savait, selon le protocole, l'organisation qui avait déjà prévu. Un silence absolu cette fois va être à respecter pendant l'énumération des 90 noms. Ces 90 noms des victimes de ce Bataclan, de cette folie
de l'attaque djihadiste à 21h47 il y a 10 ans, jour pour jour aujourd'hui. Et je vais vous laisser car la cérémonie est en train de commencer et donc respecter le silence requis par le protocole. Stéphane Albertini. Nick Alexander. Jean-Jacques Amiot. Armel Antisévic Pumir. Thomas Ayad. Guillaume Barrault de Cherf. Emmanuel Bonnet. Maxime Bouffard. Quentin Boulanger. Élodie Breuil. Frédéric Calizo, dit Fred de Wilde. Claire Camax. Nicolas Catina. Baptiste Chevreau. Nicolas Classo. Elsa Delplas et Patricia San Martin. Alban Denuy. Vincent Détoc. Fabrice Dubois. Romain Dunet. Thomas Duperron. Mathias Dimarski et Marie Laoche. Saler Emad El Djebali. Germain Ferret. Grégory Foss. Christophe Foultier. Julien Galisson. Suzon Garrigue. Mayol Gobert. Mathieu Giroux. Cédric Gomet. Juan Alberto González Garrido. Stéphane Grégoire et Frédéric Hénino. Anne Guillaumard Nécornet et Pierre-Yves Guillaumard. Stéphane H. Olivier Auducœur. Pierre-Antoine Henry. Mathieu Hoche. Pierre Innocenti. Nathalie Jardin. Marion Joanneau. Jean-Jacques Kirchheim. Nathalie Lorraine née Bouligina. Renaud Le Guen. Gilles Leclerc. Christophe Lelouch. Claire Métro-Taprest. Cécile Martin. Antoine Marie. Cédric Mauduit. Isabelle Merlin. Fanny Minot. Yannick Mainviel. Cécile Miss et Luis Felipe Tchoré. Marie Mosser. Quentin Mourier. Christophe Mutez. Hélène Mouyal-Léris. Romain Naufle. Bertrand Navarret. Christopher Noé-Chalter-Bodino. Lola Ouzounian. David Perchirin. Aurélie de Peretti. Manuel Manu Pérez et Priscilla Correa. Franck Pitiot. Caroline Prénat. François-Xavier Prévost. Richard Raman. Valentin Ribet. Mathieu de Rortet. Estelle Roy. Thibaut Rousse-Lacordaire. Raphaël Ruiz. Madeleine Sadin. Lola Saline. Hugo Sarade. Jalal Seba. Maude Serrault. Sven Alejandro Silva Perugini. Valéria Solésine. Fabien Stech. Ariane Teller. Éric Thomé. Guillaume Valette. Olivier Vernadal. Dépôt de germe de M. Philippe Duperron, président de l'association 13-11-15 Fraternité et Vérité, et de M. Arthur Desnouveaux, président de l'association Life for Paris, 13 novembre 2015.
Dépôt de gerbe de M. Emmanuel Macron, président de la République, et de Mme Anne Hidalgo, maire de Paris. Mesdames, Messieurs, en mémoire de toutes les victimes des attentats du 13 novembre 2015, nous vous invitons à observer 1 minute de silence. Nous vous remercions. La cérémonie est maintenant terminée. Une émotion intense, les mâchoires serrées du président de la République. Rarement sur France 24, on aura vécu un moment aussi rempli d'émotions. Francis Stache, vous êtes toujours avec nous. Est-ce que vous avez pu évaluer au cours de vos études l'impact de ce genre de cérémonie sur le travail de mémoire pour les victimes ? Alors, les cérémonies, celle-là est particulièrement forte. Les 10 ans, c'est pas rien. Il y avait eu la première année, et puis il y a eu aussi les moments du procès, qui ont été le verdict du procès. Ça a été des moments très forts. Donc, et à ce moment-là, je pense aussi aux personnes qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, il y a les personnes qui ne sont pas présentes, qui ne viennent pas dans nos études, qu'on ne voit pas, qui ne participent pas qui ont envie peut-être de rester dans leur coin. Et il faut penser à ces personnes-là qui sont en dehors. Et il faut penser à elles. Ce moment, il est important. Ces commémorations, elles sont importantes. Elles ont un rôle. C'est indéniable. Mais c'est difficile. Et il faut penser aussi à demain. C'est-à-dire que demain, dès le 14, et puis les jours qui vont venir, les semaines qui vont venir, parce qu'aujourd'hui, il y a une solidarité qui est exprimée, il y a une émotion, mais il y a une émotion collective. Et on se retrouve, vous voyez. Mais il faut qu'elle dure. Il faut qu'elle dure. Et il faut penser que le soutien social qu'on évoquait tout à l'heure, il faut qu'ils continuent de se manifester. Il ne faut pas les laisser tomber. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a ces moments forts que moi, je trouve remarquables. Les différents sites, tout ça a été pensé. Mais puis il y a ce jardin qui va être inauguré. Il y aura le musée terrorisme. Tout ça, c'est bien, mais ça ne remplace pas le lien entre les gens. Ludovic, qu'est-ce que ce 13 novembre, il a changé pour vous ? Est-ce que votre regard sur le monde a changé, évolué ? Ah oui, bien sûr. Moi, je suis né, j'ai grandi à Paris. Donc, en fait, à titre personnel, d'abord, ce que ça produit chez moi, c'est le fait que des souvenirs que j'avais enfouis ont ressurgi. En fait, je me suis tout de suite souvenu des attentats de 95. Quand j'étais petit, j'avais 10 ans, et je me souviens je me suis rappelé d'une discussion avec mon père, qu'on avait eu avec mes sœurs, où il nous avait fait peur, où il nous avait dit, voilà, maintenant il faut pas aller dans des endroits où il y a trop de monde, il faut faire attention, parce c'était la panique, c'était le GIA à l'époque, donc déjà un groupe islamiste, et c'était un peu la panique, c'était les attentats, vous savez, à la bombe dans des poubelles, et à Saint-Michel, avec 8 morts, etc. Et donc, en fait, c'est ce sentiment de grande vulnérabilité, de perte totale de contrôle, d'impuissance, et qui m'a assailli. Et oui, forcément, politiquement, mon regard sur le monde a complètement changé. En fait, je me suis rendu compte
Et ça, j'ai découvert après Julien Freud, le philosophe et résistant, qui a parlé de ça, parce que c'était vraiment un débat qu'il y avait à ce moment-là. Est-ce qu'on est en guerre? Est-ce qu'on n'est pas en guerre? Est-ce qu'on choisit d'être en guerre? Qui choisit d'être en guerre, etc. Et on était en guerre, pas parce qu'on le voulait, pas parce qu'on l'avait décidé, mais parce que des gens qui se réclamaient d'une idéologie, en l'occurrence l'islamisme, nous avaient identifiés comme ennemis. Et nous menaient une guerre, chez nous, dans nos propres rues. Pas pour ce qu'on avait fait ou ce qu'on pensait, mais simplement pour ce qu'on était. Et ça, c'est quelque chose qui est pas, on va dire, naturel à réaliser, mais que j'ai dû apprendre à réaliser et à comprendre après les attentats du 13 novembre. Et je trouve que tout le monde ne l'a pas encore réalisé d'ailleurs. Francis Eustache, vous avez une très belle phrase: prendre soin de notre mémoire commune, c'est soigner l'individu et la société. Oui, c'est ce que j'ai essayé de passer comme message. Alors bon, il y a les aspects très politiques, très sociologiques, mais il y a aussi des aspects très simples. Je pense que le 13 novembre, il doit nous faire progresser déjà dans notre compréhension du fait que rencontrer l'adversité comme ça, c'est une rupture. C'est une rupture, alors elle est majeure chez les personnes qui souffrent de stress post-traumatique, mais elle est importante pour chacun d'entre nous. Donc ça, il faut s'en rendre compte. Il faut s'en rendre compte et qu'il faut, bien sûr, maintenir la cohésion sociale. Je pense que François Hollande a beaucoup parlé sur ce sujet-là, parce qu'il était vraiment en première ligne. En fait, la France, elle a résisté à ça. Mais bon, il y a beaucoup de lignes de fracture, et que ce soit collectif, que ce soit individuel. Et donc, il faut s'en rendre compte. Il y a eu un sentiment de peur qui s'est installé à ce moment-là. Et ce qui est difficile pour nous à décrypter, c'est le sentiment de peur actuel. Il ne dépend pas, évidemment, que des attentats du 13 novembre. Il y a eu d'autres relais géopolitiques. Enfin, vous êtes bien placé pour le comprendre. Il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu Gaza. Il y a d'autres phénomènes sociaux et internationaux qui font que ce sentiment s'est installé. Mais il faut, je pense que c'est un devoir de réflexion que l'on a tous, quoi, de comprendre ces phénomènes-là, parce que c'est notre vie ensemble, en fait, qui se trouve menacée au-delà des aspects psychopathologiques qui vont toucher certaines personnes. J'ai une question à vous poser. Vous avez évoqué le procès tout à l'heure en disant que c'était un moment très important pour le travail de mémoire des victimes. On parle en ce moment de l'éventualité de justice restaurative. Qu'est-ce que vous en pensez en ce qui concerne les victimes de ces attentats? Oui, le procès, alors ça, on le mesure. On le mesure et on voit pourquoi? Parce que le procès, ça a été un temps long. Ça a été un peu comme les commémorations, et ça a été redouté. Le début du procès, c'était redouté. Moi, je suis assez proche de certaines des victimes. Ça replonge les victimes dans l'horreur de cette nuit. Ça allait durer longtemps, et on s'était redouté. Par contre, quand le procès a démarré, il y a eu une vraie solidarité, une vraie chaleur entre les personnes. Et puis, il y a eu un travail... alors bon, les juristes ont fait le travail qu'ils devaient faire, mais le travail de communication a été, enfin, je trouve, remarquable. Les liens avec les médias et comment en fait, des paroles d'experts, les parties civiles aussi, mais les paroles d'experts ont été transmises vers le citoyen. Et ça a duré longtemps. Ça a duré 8 mois jusqu'au verdict. Le verdict était aussi un moment compliqué, difficile, mais bon, c'était important. Ça a été important pour certaines personnes. On tourne pas la page, mais disons que ce sont des moments. Et donc pour tout ça, ça a remis en fait un peu à plat la mémoire qui commençait à s'étioler. Ça n'a pas à plat, mais disons ça l'a rehaussé. Donc ça a été important. Puis bon, la justice restaurative, ça fait partie de ce mouvement-là. Donc je pense que c'est aussi une dimension de l'évolution de notre société qu'il faut suivre. Et ce qui est intéressant aussi, vous le dites, c'est que chez certaines personnes, la mémoire semble se figer totalement. Alors, ça, c'est ce qu'il ne faut pas. C'est les personnes... Alors, c'est une image. Il y a le moment du trauma. Le moment du trauma, une période de sidération, mais de vraie sidération, pas comme dans la société. Ce qui est un peu difficile dans nos travaux, c'est qu'on passe des fois de termes qui ont un sens très précis sur le plan médical à des termes qui sont repris dans le grand public, qui ont un sens un peu différent. Quand on parle de trauma collectif, par exemple,
c'est presque excessif parce qu'on est touché tous. Bien sûr. Mais ça n'a rien à voir avec l'expérience. C'est autre chose, quoi. Donc, excusez-moi, j'ai perdu votre question. Oui. Chez certaines personnes, la mémoire semble se figer. Elle se fige, effectivement. La mémoire d'une personne qui est traumatisée, c'est une mémoire qui est très différente de quelqu'un qui n'est pas traumatisé, même qui a vu à la télévision, etc. 97% des Français, vous voyez, la population générale, a ce qu'on appelle un souvenir flash. C'est-à-dire qu'elle a l'impression subjective de savoir ce qu'elle faisait à un moment donné. Vous êtes un peu en dehors parce que vous avez vécu quasiment ces événements-là. Mais je pense que nous deux, on a vécu ça comme ça. Donc c'est un souvenir flash, mais c'est pas un souvenir traumatique. Par contre, la personne qui est dans le trauma, là, sa mémoire va se figer sur certains détails. Et c'est ça qui est terrible. Vous voyez, c'est même pas... la notion de souvenir traumatique, c'est un terme un peu faux, parce que c'est pas un souvenir, mais ce sont des éléments et qui vont bombarder la tête de la personne et qui vont sans arrêt revenir et qui vont revenir au présent. Vous voyez, c'est pas un souvenir, parce que le souvenir, vous savez bien que c'est le passé. Là, vous avez raconté ce que vous avez vécu, c'est le passé. Même si ça vous atteint encore de raconter ça. Mais c'est le passé. C'est un souvenir que vous avez réussi à maîtriser. Alors que le souvenir figé que vous évoquez sont ces images qui reviennent et reviennent au présent. Si bien que c'est vraiment une blessure psychique, parce que cette blessure, elle est là, elle est béante. Et puis, à chaque fois que les intrusions surviennent, elle réactive cette blessure. Donc, c'est pour ça que ces intrusions, c'est vraiment le symptôme qu'il faut comprendre, qu'il faut traiter, parce qu'il y a une sorte d'effet domino, vous voyez, sur tous les autres symptômes et les comorbidités qui peuvent s'installer. Merci infiniment, Francis Eustache, d'être venu sur le plateau de France 24. C'était passionnant. Merci infiniment à vous. Merci également, Ludovic, pour votre témoignage de cette soirée-là. On repart